On a souvent tendance à imaginer que pour modifier la température d'une pièce, il faut systématiquement créer quelque chose de toute pièce. Ouais, c'est le réflexe humain de base, en fait. C'est ça. Si on a froid, ben on allume un feu, on brûle du bois ou on fait rougir une résistance électrique. Bref, on crée de la chaleur. Et instinctivement, quand l'été arrive et que l'air devient étouffant, on s'imagine que pour rafraîchir une maison, il faut enfin fabriquer du froid. Complètement. C'est une vision hyper binaire de la physique. Sauf que la physique, justement, elle voit les choses un peu autrement. Aujourd'hui, on va plonger dans le fonctionnement de la pompe à chaleur et on s'appuie pour ça sur une vidéo explicative vraiment géniale de la chaîne YouTube Tout sur ma clim. Une ressource très claire, ouais. Elle démontre pas mal d'idées reçues, hein. Et la vérité qu'on va explorer aujourd'hui, c'est que cette machine, ben, elle ne fabrique ni le chaud ni le froid. En fait, elle le téléporte. Je trouve ce mot parfait. Cette fameuse téléportation thermique, ça repose sur des principes qui renversent totalement notre rapport à l'énergie. La vidéo de Tout sur ma clim illustre brillamment comment une climatisation réversible, puisqu'on parle bien de ça, exploite les lois de la thermodynamique. C'est un grand mot, la thermodynamique. Ouais, ça peut faire peur, mais en gros, au lieu de produire de la température, de zéro, on se contente de la déplacer d'un point A à un point B. C'est un changement de paradigme total. Et c'est exactement ce qui rend notre exploration du jour si passionnante. On va mettre un gros coup de projecteur sur le mode rafraîchissement. L'objectif pour notre auditoire, les curieux qui aiment comprendre le pourquoi du comment, c'est de piger comment on survit aux canicules et surtout d'analyser les bienfaits économiques de ce système. Parce que les chiffres sont assez fous, franchement. Ah mais c'est vertigineux. On parle d'un rendement qui défie le bon sens. Restituer jusqu'à 4 fois plus d'énergie pour un seul pauvre kilowatt d'électricité consommée. Le fameux ratio de 4 pour 1. Voilà. Pour imaginer un peu, c'est comme si on allait, je sais pas, à la banque de l'énergie, on investit 1 € au guichet, et le banquier nous rend l'équivalent de 4 € en confort thermique. C'est presque trop beau pour être vrai, non? C'est clair qu'on pourrait croire à une arnaque. Mais ce ratio, que les ingénieurs appellent le COP, donc le coefficient de performance, il n'a rien de frauduleux. Il n'y a pas de magie, c'est juste la différence entre la production et la logistique. Comment ça, la logistique? Prends un radiateur électrique classique, par exemple. Il fonctionne sur le principe de la résistance, l'effet Joule. Tu injectes 1 kW d'électricité, les électrons se frottent dans le métal, ça chauffe. Ok, donc là on a un rendement de 1 pour 1. Exactement, le système brûle purement et simplement de l'énergie pour créer 1 kW de chaleur. C'est la fabrication pure, quoi. C'est littéralement l'équivalent de brûler ses propres meubles pour se réchauffer le soir. L'image est un peu brutale, je te l'accorde, mais techniquement, je suis tout à fait d'accord. La climatisation réversible, à l'inverse, c'est plutôt comme un camion de déménagement. Ah, j'aime bien cette idée, un camion de déménagement. Oui, parce que le kilowatt d'électricité que l'appareil consomme sur ta facture, il ne sert absolument pas à créer la moindre petite calorie de chaleur ou de fraîcheur. Zéro. D'accord, mais il sert à quoi alors cet argent? Il sert uniquement à payer le carburant du camion, donc à faire tourner un moteur, un compresseur et des ventilateurs. Ces éléments mécaniques, ils vont juste attraper l'énergie thermique qui traîne déjà à un endroit pour aller la recracher à un autre endroit. Et déplacer des cartons coûte beaucoup moins cher en énergie que de fabriquer leur contenu. C'est fou quand on y pense, hein. Et c'est là qu'il faut vraiment inverser notre logiciel mental, surtout en été. Attends, il faut qu'on clarifie un truc hyper important pour ceux qui nous écoutent. Vas-y. En plein été, l'appareil ne souffle pas du froid dans la pièce comme une espèce d'usine à glaçons magique, hein. Pas du tout. Ça n'existe pas de fabriquer du froid. Le froid, c'est juste l'absence de chaleur. Donc en fait, c'est plutôt comme une énorme éponge à chaleur. Elle absorbe les degrés du salon et elle va les essorer dehors, c'est ça l'idée? C'est la meilleure analogie possible, oui. L'éponge à chaleur. Mais pour que cette absorption fonctionne à travers de bêtes tuyaux en cuivre, le système a besoin d'un acteur principal. Un composant un peu spécial, le fluide frigorigène. Le fameux gaz. Voilà, c'est un composé chimique qui est formulé spécifiquement pour changer d'état, donc passer de liquide à gaz, puis de gaz à liquide, à des températures très particulières. C'est ce fluide qui joue le rôle de l'éponge. Mais comment ça marche au niveau moléculaire? Comment un liquide qui se transforme en gaz peut aspirer la chaleur d'un salon étouffant? En fait, c'est ce qu'on appelle la chaleur latente. Quand un liquide s'évapore, ces molécules ont besoin d'une quantité massive d'énergie pour briser les liens qui les tiennent ensemble et pour pouvoir s'envoler sous forme de gaz. Ok, et cette énergie, il la trouve où? Il va littéralement la voler à tout ce qui l'entoure. Et dans le cas de notre clim, il vole la chaleur de l'air chaud de ton salon. L'air ambiant est aspiré par l'unité intérieure, il passe à travers une grille avec plein de petits tubes glacés,
où circule notre fluide. Le fluide capte cette chaleur, il se met à bouillir à l'intérieur du tuyau et pouf, il devient de la vapeur. Donc si je résume, l'air qui ressort de la machine et qui nous rafraîchit le visage, il n'a pas été refroidi. Il a juste été dépouillé de son énergie thermique. C'est ça. On lui a volé ses degrés. Il ressort tout frais parce qu'il a donné sa chaleur au fluide. Et du coup, on se retrouve avec ce fluide qui est devenu un gaz et qui se balade dans les tuyaux avec toute la chaleur de notre maison, direction l'extérieur. Le camion de déménagement est chargé, exactement. Et là, on arrive à la pièce maîtresse du système, le cœur de la machine qui est dans le gros boîtier moche à l'extérieur de la maison. Ah oui, le truc qui fait du bruit sur les balcons. Voilà, le compresseur. Notre gaz, qui est bien chaud et chargé de la chaleur de la maison, entre là-dedans. Et le compresseur, comme son nom l'indique, va écraser ce gaz. Il réduit son volume de façon hyper violente. Attends. Là, j'ai besoin qu'on fasse une pause parce que ça semble complètement contre-intuitif. Pourquoi ? On a un gaz qui est déjà chaud, puisqu'il a absorbé les 25 degrés de notre salon. Et en l'écrasant, on le rend encore plus chaud. Pourquoi forcer cette montée en température alors que le but, c'est de s'en débarrasser dehors ? Surtout qu'en pleine canicule, l'air extérieur est déjà à 35 voire 40 degrés. C'est une excellente remarque. C'est là que la thermodynamique vient imposer ses règles non négociables. Dans la nature, la chaleur ne voyage jamais dans le sens qu'on veut, elle voyage uniquement d'une source chaude vers une source froide. C'est inévitable. Totalement. Si le gaz sort de la maison à, disons, 25 degrés et qu'il fait 35 degrés dehors, la chaleur refusera de sortir du tuyau pour aller dehors. En fait, c'est la canicule extérieure qui entrerait dans le tuyau pour le chauffer. Ah, le fameux différentiel thermique. Si on veut que l'eau coule, il faut une pente. Et là, pour la chaleur, il nous faut une pente thermique. Exactement. Et c'est pour créer cette pente qu'on comprime le gaz. En forçant les molécules à s'entasser dans un tout petit espace, leur énergie cinétique explose. Elles se rentrent dedans, ça chauffe à fond, et la température du gaz grimpe à 50, 60 ou même 70 degrés. Waouh! 70 degrés? Ouais, et à ce moment-là, bingo, le gaz à 70 degrés est nettement plus chaud que l'air de la rue à 35 degrés. La pente est bonne, la chaleur quitte le tuyau et se dissipe dans l'air extérieur grâce au gros ventilateur. C'est juste brillant. On crée une fournaise complètement artificielle dans un tuyau juste pour piéger la nature et l'obliger à équilibrer les températures à notre avantage. C'est du génie de l'ingénierie, ouais. Mais le cycle n'est pas fini. La chaleur s'est échappée, certes, mais notre fluide, il est toujours sous une pression de dingue. Ouais, il faut bien qu'il refasse le chemin inverse. Du coup, il passe par ce qu'on appelle un détendeur. C'est l'inverse exact du compresseur. C'est juste un tout petit trou qui va relâcher la pression d'un seul coup. Et en physique, un gaz très compressé qui se détend brutalement dans un grand espace, sa température chute en chute libre. Et bim, il redevient un liquide glacial, genre autour de 5 degrés. C'est ça. L'éponge est complètement essorée, le liquide repart vers le salon, prêt à croiser de nouveau l'air ambiant et à réabsorber de la chaleur, et c'est une boucle perpétuelle. Et c'est vraiment pour ça que dans la vidéo de Tout sur ma clim, on comprend que le mode rafraîchissement est une arme redoutable contre les canicules. On ne lutte pas contre la chaleur en ajoutant un courant d'air froid, on l'expulse mécaniquement, à la chaîne. On évacue l'inconfort, en continu tout simplement. Et ce cycle de folie, évaporation, compression, détente, on le fait avec ce fameux rendement exceptionnel dont on parlait au début. Ce qui est déjà dingue. Mais là où on touche au sublime, c'est quand on aborde le terme réversible. Parce que si on peut pomper la chaleur vers l'extérieur l'été, la machine peut faire l'effet miroir parfait en hiver. C'est le bienfait ultime de ce système, se chauffer en puisant dans une énergie inépuisable. Le circuit s'inverse, physiquement. Une petite vanne à l'intérieur bascule et l'unité extérieure devient l'éponge qui capte la chaleur pour la ramener dans le salon. Sauf que là, pardon, mais il y a un paradoxe énorme qui saute aux yeux de tout le monde. Je vois très bien lequel. Comment on peut capter de la chaleur dehors en plein mois de janvier quand il fait un froid de canard? S'il fait moins 5 degrés dehors, mon intuition me dit qu'il n'y a plus la moindre particule de chaleur à aspirer dans cette air glaciale. Et c'est là que notre intuition d'humain est complètement à côté de la plaque, parce qu'elle est basée sur notre confort corporel. Pour nous, moins 5, c'est l'horreur, on gèle. Mais pour la physique, moins 5 degrés, c'est juste une chaleur un peu moins forte que d'habitude. Une chaleur moins forte, à moins 5. De chaleur. Le vrai froid absolu. Le zéro absolu de l'univers, c'est moins 273 degrés Celsius, un truc comme ça? Moins 273,15 degrés. À cette température-là, les atomes arrêtent de bouger. C'est la mort thermique. Donc si on réfléchit bien, un air à moins 5 degrés... Ah, je vois.
Il est encore 268 degrés au-dessus du zéro absolu. Donc il y a encore énormément d'énergie thermique là-dedans. Énormément. C'est une énergie colossale stockée dans l'air, alimentée en permanence par le rayonnement du soleil sur l'atmosphère. Et le fluide frigorigène a un deuxième super pouvoir. Il est capable de s'évaporer à des températures hyper basses, genre -15 ou -20 degrés. Attends, donc si le fluide circule dehors à -15, l'air extérieur qui est à -5, et il est considéré comme une source chaude? Exactement. La pente thermique fonctionne à nouveau, mais dans l'autre sens. L'air à -5 va faire bouillir notre fluide glacé. Le fluide absorbe cette chaleur hivernale invisible, il repart vers le compresseur, on l'écrase pour le monter à 50 degrés et hop, on souffle cet air bien chaud dans le salon. C'est juste dingue. On vient de chauffer un salon entier grâce à l'énergie solaire qui est cachée dans le froid piquant de l'hiver. Le rendement de 4 pour 1, il est là. Sur 4 kilowatts de chaleur diffusée, on en paie un pour faire tourner le compresseur et on vole les 3 autres à la nature. C'est gratuit. C'est pour ça que la transition vers ces pompes à chaleur RR est un enjeu majeur. Ça écrase les vieux radiateurs au gaz ou au fioul. La facture d'énergie est littéralement divisée par 3 ou 4 pour un confort optimal toute l'année. Mais parce qu'il y a toujours un mais, on doit aborder le point qui fâche. Cette boucle fermée, aussi magique soit-elle, elle opère dans le monde réel. Et il y a un talon d'Achille sévère. Ouais, on ne peut pas l'ignorer. Tout ce bénéfice économique, ce fameux ratio, le confort absolu en pleine canicule, ça s'effondre comme un château de cartes si on néglige l'appareil. L'entretien est la condition sine qua non. La vidéo source insiste beaucoup là-dessus. Il faut que les filtres et les échangeurs soient nickel, et il y a un contrôle obligatoire par un pro tous les 2 ans. Mais au-delà de la loi, concrètement, que se passe-t-il dans la machine? Est-ce qu'un petit filtre un peu poussiéreux dans le salon, ça casse les lois de la physique? Qui va mourir à petit feu. Parce que pour que ce transfert de chaleur ait lieu, il faut qu'un volume d'air massif traverse les grilles et touche les tuyaux. Si tu bloques cet air avec de la poussière, La magie s'arrête. c'est un peu comme si tu prenais un marathonien de haut niveau et que tu l'obligeais à courir son marathon avec un masque de ski très, très épais sur le visage. Ah ouais, la pauvre machine s'étouffe. Le coureur a la capacité musculaire, mais il n'a plus d'air. Son cœur va s'emballer, il va taper dans ses réserves pour essayer d'avancer à la même vitesse et il va faire un arrêt cardiaque bien avant l'arrivée. C'est le destin tragique d'un compresseur face à un filtre colmaté. C'est très imagé, mais très clair. Donc, la poussière empêche l'air chaud d'entrer en contact avec l'éponge. L'appareil capte, avec ses sondes, que la température demandée, par exemple 24 degrés, n'est pas atteinte dans le salon. Et le cerveau électronique réagit. Il se dit « mince, il fait toujours chaud », alors il ordonne au compresseur de tourner plus vite. Toujours plus fort, sans s'arrêter. Le moteur s'emballe et là, la consommation électrique explose. Et on peut dire adieu aux belles économies. Notre ratio de 4 pour 1 disparaît dans le silence le plus total, juste à cause de quelques poils de chat sur un filtre. Et c'est que le premier symptôme, le pire c'est l'usure mécanique. Le compresseur surchauffe en tournant à plein régime en permanence. L'huile se dégrade et un jour craque. La panne critique. Et par la grande loi universelle des ennuis, ça arrive toujours au pire moment. Ah bah oui, en plein mois de juillet sous 40 degrés ou pendant la semaine la plus glaciale de février, quand la machine donne déjà ce qu'elle a. Sans compter les micro-fuites, non. C'est pour ça que le pro doit passer vérifier l'étanchéité. Absolument. S'il te manque juste 10% de fluide frigorigène dans le circuit, dis-toi que c'est 10% de camions de déménagement en moins sur la route pour évacuer la chaleur. Donc le compresseur va devoir travailler encore plus dur pour compenser. L'entretien régulier, c'est la seule garantie que cette belle chorégraphie thermodynamique reste optimale. Donc, si on prend un peu de hauteur sur toute cette discussion, on réalise que cette machine, c'est pas juste un gros ventilateur. C'est une merveille qui dompte les lois de la physique. L'été, c'est une éponge redoutable qui arrache l'inconfort de nos intérieurs pour le propulser dehors. Et l'hiver, elle pompe l'énergie solaire piégée dans la glace pour nous chauffer presque gratuitement. Une merveille d'efficacité, oui, tant qu'on en prend soin. Exactement. Mais ça m'amène à une dernière réflexion un peu provocatrice pour boucler notre sujet. On a vu que le principe même du mode rafraîchissement, c'est d'extraire la chaleur du salon et de la rejeter dehors. À l'échelle d'une maison isolée à la campagne, c'est génial. Ouais, l'air chaud se dissipe dans la nature. Mais réfléchissons à l'échelle d'une immense ville. Une canicule frappe, il fait 40 degrés. Des millions d'appartements, de bureaux et de magasins allument leur clim en même temps. Et tous, simultanément, recrachent frénétiquement des tonnes d'air brûlant directement dans des rues déjà étouffantes. C'est ce qu'on appelle les îlots de chaleur urbains. C'est ça.
On est en droit de se demander, est-ce que notre solution technologique parfaite pour notre confort privé n'est pas en train d'aggraver massivement la température de nos rues? À force de vouloir un salon parfait, est-ce qu'on ne rend pas l'extérieur totalement invivable? C'est une question brûlante, si j'ose dire, à méditer pour la prochaine fois qu'on saisira la télécommande de sa clim. Une très belle question ouverte pour clore ce sujet en effet.